Bonjour à tous, je vous présente une nouvelle version de mon précédent tutoriel du DC6 de PMDG qui a toujours pour but de montrer aux personnes qui viennent d'acheter l'avion comment le faire décoller dans les plus brefs délais sans avoir à faire toutes les manipulations de l'avion qui sont quand même assez complexes si on part de la base. Mais j'ai aussi rajouté des nouveaux chapitres que je vous conseille fortement de regarder après avoir fait le vol pour mieux comprendre des nouvelles parties de l'avion qui n'étaient pas couvertes dans le précédent vidéo. Ça va vous permettre d'améliorer et d'agrémenter vos vols dans ce superbe avion classique. Tout d'abord, je voudrais vous présenter le site qui nous donne la météo réelle dans le simulateur. C'est le site Météo Blue. Les deux sont interconnectés ensemble. Puis, ça nous permet de choisir nos destinations avec le DC6. Puisque le DC6 vole entre 10 000 et 15 000 pieds, il faut vraiment éviter d'avoir nos destinations dans ce genre de météo, de grosses masses nuageuses, parce qu'on ne sera jamais capable d'aller ni au-dessus ni en bas des nuages, ce qui fait qu'on va être toujours dans des mauvaises conditions de visibilité nulle, puisque le DC6 vole à 230 nœuds. C'est très long à traverser ces zones-là. Conditions de givrage, visibilité nulle, turbulence, c'est vraiment pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voler dans des zones comme ici, là où les nuages ils peuvent être sur deux, trois couches différentes, mais très épars. C'est vraiment très joli parce qu'on est près des nuages, puis il n'y en a pas trop non plus. Puis à nos arrivées, vu que l'instrumentation n'est pas comme un Boeing 747, ben c'est mieux de choisir ce genre de destination-là. Par contre, le départ, on peut choisir, comme ici, on va partir de Gibraltar. On voit qu'à l'est, c'est très, très nuageux. Mais là où on va, à Séville, c'est beaucoup mieux. On voit du vert, donc la visibilité va être meilleure. Les conditions donnent V à faire, donc ce genre de destination-là est bonne, même si le départ est beaucoup plus laborieux. On ne restera pas dans les nuages. Une fois dans le simulateur, on voit que les formations nuageuses sont sensiblement les mêmes que dans Météo Blue. C'est représenté légèrement différemment, mais c'est assez près de la réalité. Et on voit aussi que ça a bougé un petit peu. La dépression à l'est de Gibraltar est un petit peu plus haute, mais elle est quand même là. Donc, on va choisir notre point de départ, que la piste 09 à Gibraltar. Et ensuite, on va aller choisir notre destination qui est Séville. Moi, ce que je fais, c'est que pour éviter que le DC6 se mette à virer tout de suite à gauche au décollage, pour avoir le temps d'activer l'autopilote, le stabiliser en montée et tout ça, je me mets un point plus loin, disons à peu près le double de la longueur de piste pour me donner vraiment le temps, parce que c'est pas comme une switch on-off dans un avion moderne, il y a quelques manipulations à faire. Il faut vraiment avoir le temps de manipuler avant que l'avion vire. C'est plus facile de stabiliser dans une droite que dans un virage. Une fois à l'arrivée, là, je vais arranger mon plan de vol pour que j'arrive sur une droite en finale, à peu près à une dizaine de milles. Donc, vous voyez, là, j'insère un waypoint, là, ça n'a pas marché. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que au lieu de mettre celui-là en finale tout de suite, je vais en mettre un plus bas pour que la courbe se fasse mieux. Parce que des fois, ça fait des petits bugs comme ça. Là. Il ne place pas les waypoints à la bonne place. Là, je vais aller replacer mon waypoint en finale. Fait que vous voyez, là, il va tracer une ligne droite pour m'amener en finale. Puis, je peux rajouter un autre point ici pour avoir une plus belle courbe. Ça, c'est vraiment à votre discrétion. Là. Vous créez la courbe que vous voulez. Une fois terminé, vous êtes prêt à partir votre vol.
À bord de l'avion, vous allez remarquer que les moteurs sont déjà en marche parce que j'ai choisi sur l'iPad le mode Ready for Taxi, c'est-à-dire qu'il va placer l'avion dans un mode semi-prêt à décoller. Il y a beaucoup de manipulations qui ont été faites, mais il reste encore quelques petites étapes à faire avant qu'il soit vraiment prêt à décoller. La première chose à faire, c'est d'enlever le petit interlock qui est en arrière des manettes 2 et 3, qui bloque la manette 2 et 3 pour l'empêcher d'aller à pleine puissance. Il faut l'enlever. Pour faire ça, on tire sur le Ghost Lock ici, on clique dessus, puis ça va l'enlever, puis la petite palette, elle va remonter. Vous voyez, elle est dans les airs, donc là, on peut avoir accès à pleine puissance. Ensuite, on va mettre les volets, mais selon la petite charte qu'on voit en haut ici, on voit les vitesses de décollage selon les poids de l'avion. Puis on voit en haut que c'est écrit 20 degrés de flaps. Donc, on va activer notre manette et on voit sur le cadran que les volets se déploient. Ensuite, on va fermer les call flaps. Là, ils sont ouverts au maximum. On va les mettre en position de décollage de 2 à 4 degrés. Ça, les call flaps, c'est les petits volets qu'il y a autour des moteurs. Vous voyez, là, ils se ferment comparativement à l'autre qui sont encore ouverts au maximum. C'est pour contrôler la température des têtes de cylindre sur votre iPad. Quand vous voyez que les têtes de cylindre ne sont pas à la bonne température, c'est à cause des call flaps. Puis en même temps, si on les laisse complètement ouverts, comme vous avez vu, ils servent comme des mini aérofreins et ils vont ralentir l'avion en vol ou durant le décollage. Ensuite, on allume les lumières. Puis en haut, sur le panneau au-dessus de la tête, on met le beacon à on. Puis les lumières de position, on va les mettre à steady pour pas qu'ils flashent durant le vol. On va les mettre à steady par en bas. Ensuite, on va ouvrir nos carburateurs. En général, pour un décollage, c'est ce qui contrôle la température des carburateurs. Moi, je les mets à 35%. C'est assez bon pour dans la plupart des cas. Ça va toujours dépendre de la température extérieure. Des fois, il ne faut pas les ouvrir du tout. Mais en moyenne, 35%, c'est vraiment très bien. Puis, on va les contrôler durant la montée et la mise en palier. Il va falloir souvent jouer avec ça jusqu'à temps qu'on soit en palier pour contrôler la température. Parce que les moteurs tournent à plein régime. Puis, ils ont besoin de soit plus d'air ou moins d'air, dépendant de la température extérieure. Ça dépend des régions. Vous voyez là, je les ai mis à 35%, puis les têtes de carburateur, les températures des carburateurs, c'est correct, c'est tombé dans le vert. Un truc que j'ai, moi, quand je veux savoir s'il faut que je les ouvre ou les ferme, je vais en monter un, puis je vais en baisser un autre. Fait que là, j'ai deux valeurs qui vont changer en même temps. Puis là, je vais pouvoir savoir laquelle des deux est la bonne. Au lieu de baisser les 4 ou monter les 4, c'est vraiment très long. On en fait deux à la fois, un par en haut, un par en bas, puis on arrive plus vite à les maintenir dans le vert. Ici, on a les 6 cadrans les plus importants, c'est-à-dire celui du BMEP qui va surtout servir en altitude une fois en croisière. On a les manifold pressure qui, eux, vont être très importants durant la montée et la descente. Selon PMDG, le manifold pressure au décollage, il ne faut vraiment pas le monter plus haut que 47. La ligne rouge est à 49. Si on injecte de l'eau dans les carburateurs, bien là, on peut monter jusqu'à 59. Vous verrez le chapitre sur l'injection d'eau, puis ça va vous montrer comment faire. Au décollage, on va mettre un manifold pressure de 47. Mais après ça, une fois qu'on a atteint 140 de vitesse, on va le réduire à 40, le manifold pressure. Le BMEP, on s'en sert pas tellement pour le décollage. Quoique des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que si vous remarquez que le moteur numéro 3, l'échelle n'est pas tout à fait à la même place. Il y a des lignes jaunes.
Fait que donc, des fois, moi, je vais utiliser, si je suis très chargé, je vais utiliser le BMEP pour le maintenir à 200 au lieu d'utiliser le manifold pressure. Ce qui fait que le manifold pressure va être autour de 42, ce qui est vraiment quand même bien. Puis, ça va m'éviter d'aller dans la ligne rouge du troisième moteur. Mais honnêtement, je sais pas vraiment à quoi ça sert, cette affaire-là. Et ici, on a le RPM, la révolution par minute des hélices. C'est selon PMDG, il ne faut pas les mettre plus haut que 2500 tours minute au décollage. Si on ne fait rien dans l'état actuel, euh, ils vont passer au-delà puis ils vont s'approcher de la ligne rouge. Ça pour empêcher qu'ils dépassent 2500, c'est avec la manette blanche qui appelle le propeller pitch. On va le réduire à 80%. En faisant ça, on bloque l'hélice à 2500 tours par minute. PMDG dit aussi qu'il ne faut jamais, jamais mettre le moteur au idle quand on est en vol. On ne peut pas aller plus bas que 1750. Et durant la croisière, c'est autour de 2250 RPM, c'est-à-dire à peu près à 65%. Moi, je le mets à 65%. C'est ça qui est important à retenir du poids des hélices. Et la dernière étape, c'est d'ajuster votre altimètre en pesant sur la lettre B pour être sûr que, vu que vous êtes en météo réel, que la pression barométrique soit la même que celle de l'aéroport pour avoir la bonne altitude. Et vu qu'on vole en bas de 18 000 pieds avec le DC-6, faites-le souvent, genre aux 20 minutes, là, la pression change vraiment souvent durant le vol pour être sûr de toujours être à la bonne altitude. Maintenant, pour le décollage officiel, vous voyez sur la route le petit bout droit qu'il va faire pour nous donner le temps d'activer notre autopilote avant qu'il amorce son virage. Plein gaz, on monte le manifold pressure jusqu'à 47. On relâche les freins et on roule. On voit qu'on est vraiment très léger pour le bien de la démonstration, vu que le vol est court. Je l'ai mis léger, donc à 100 nœuds, on peut déjà commencer à tirer sur le manche pour décoller. Pour gagner de la vitesse, aussitôt qu'il quitte le sol, on rentre les roues et on commence déjà à enlever une coche de volet à la fois pour lui permettre d'accélérer. Sinon, quand on est très chargé, on perd beaucoup de vitesse au décollage. Il faut enlever les volets au plus vite pour atteindre au moins 140 nœuds avant d'activer l'autopilote. Une fois qu'on a stabilisé un peu l'avion, on met l'autopilote et on l'active sur le GPS pour qu'il suive la route. Et on trime un peu l'avion pour le ralentir à 1000 pieds à la minute pour lui donner la chance d'accélérer. Vous voyez, la vitesse actuellement est à 140, c'est un peu lent. Il faut lui laisser la chance d'accélérer. Ah, vous voyez, il commence déjà son virage. C'est pour ça que je vous dis, ça nous prend un petit bout de ligne droite au décollage pour nous donner le temps de faire ces manœuvres-là avant qu'il amorce son virage. Parce que stabiliser un avion en virage, c'est pas vraiment l'idéal. Parce que l'autopilote et la vitesse verticale, c'est difficile à ajuster. Vous voyez, maintenant, il a atteint son 160 nœuds. On va fermer les lumières.
vu qu'on est quand même léger, il va accélérer un peu plus vite. Ici, on surveille nos températures de tête de cylindre puis de carburateur. On voit qu'ils sont dans le vert. Euh, pour ce qui est des températures d'huile, ça va se contrôler plus avec les call flaps, mais tant qu'on n'est pas en altitude de croisière, c'est très difficile à contrôler. Donc, pour le moment, on s'en occupera pas trop. Là, on va attendre d'être en croisière. Là, il y a aussi l'effet là, que le cockpit il paraît vraiment sombre. C'est à cause des effets d'éblouissement. Quand on regarde par la fenêtre, on a un effet d'éblouissement. Quand on baisse la vue vers le cockpit, il devient plus clair. Vous voyez, la luminosité est meilleure parce qu'on n'a plus l'effet d'éblouissement. Là, on va ajuster notre vitesse verticale un peu plus élevée parce que, étant donné qu'il est léger, il va un peu plus vite. Donc, on peut monter un petit peu plus vite. On va continuer à maintenir tout au long de notre montée notre manifold pressure à 40. Là, étant donné qu'on monte en altitude et que la température baisse, vu qu'on est dans les nuages, on peut rencontrer des conditions de givrage. Donc, on va aller activer notre système de dégivrage. On tourne la roulette pour le pare-brise. Ici, c'est pour le fuselage, les hélices et les 4 carburateurs. Ensuite, on va aller activer le pitot, la chaleur dans le pitot. On voit que le courant passe. On va ajuster notre taux de montée pour le maintenir à 1000, étant donné que la vitesse descend un petit peu. Les nuages commencent à s'amincir. On va probablement sortir des nuages, comme je vous disais, à l'horizontale au lieu de la verticale, puisque la dépression est derrière nous. Devant, ça devrait être plus beau. La vitesse descend un petit peu, puis on voit qu'on est au-dessus de 1000 pieds, donc il faut trimer pour maintenir ça à 1000 pieds pour empêcher qu'il ralentisse trop. Parce que s'il ralentit trop, on ne sera plus capable de le faire accélérer à moins d'arrêter la montée. C'est très important à surveiller et de toujours maintenir le manifold pressure à 40. On surveille la température des carburateurs et on se rend compte vite qu'on est hors limite, donc il faudrait probablement les ouvrir. On va essayer de les ouvrir un peu plus pour voir si ça va faire un changement. Ah, oui, ça fait un changement, donc il faut les ouvrir encore plus. On va donc les ouvrir à 50% pour envoyer plus d'air chaud dans les carburateurs pour éviter qu'ils tombent en condition de givrage comme on pouvait voir avec les ronds bleus sur le iPad. On va finir par sortir des nuages. Les températures sont belles. Vous voyez, le soleil commence à percer. Ça s'améliore. La vitesse est meilleure. Là, on est rendu à 160. Donc, c'est très important de bien contrôler le taux de montée pour éviter que la vitesse tombe en bas de 160 ou encore mieux, encore pire, 140. Ça, c'est vraiment trop lent. Il va adopter un angle d'attaque trop prononcé, puis là, il sera ni capable d'accélérer, ni capable de monter. C'est encore plus vrai quand l'avion est très lourd. Là, actuellement, on monte à 1000 pieds à la minute parce qu'il est léger.
S'il serait plus lourd, peut-être que ça pourrait être genre 500 pieds à la minute. C'est très long de monter quand il est très chargé. Oui, ça va bien. Le taux de montée est bon, la vitesse est bonne. Et les nuages s'éclaircissent. Ah, vous voyez qu'il commence à avoir des petites averses. On doit traverser des rideaux d'averses. Mais en haut, on voit qu'il y a un petit peu de ciel bleu. Donc, théoriquement, là, si on ne sortirait pas à l'horizontale comme je prévois, on pourrait monter plus haut que les nuages puisqu'on voit le top des nuages. Ils ne sont pas si hauts que ça. Mais on voit qu'en avant, c'est plus clair. Là, pour le moment, on est dans des averses. Et comme dernière étape, il faut ajuster l'altimètre pour être sûr d'être à la bonne altitude par rapport à l'aéroport. C'est-à-dire en pesant sur la touche B sur le clavier, ça va ajuster la pression barométrique selon la météo réelle pour aller avec l'altitude de l'aéroport. Puis ça, il faut le faire souvent durant le vol. Vu qu'on vole en bas de 18 000 pieds, à toutes les demi-heures, genre, ou même peut-être vos 20 minutes, activez votre lettre B pour ajuster. Maintenant, je vais vous expliquer une règle de l'aviation pour choisir votre altitude. La règle d'aviation, c'est que de 1 degré à 180, on choisit des altitudes impaires, c'est-à-dire 11 000 pieds, 13 000 pieds, 15 000 pieds, 17 000 pieds. Puis de 181 à 360, on choisit des altitudes impaires. 12 000 pieds, 14 000 pieds, 16 000 pieds. Ça, c'est vraiment une règle d'aviation. C'est ce qui détermine si on s'en va vers l'est ou vers l'ouest, selon les degrés du cap. Donc, vu que là, on s'en va dans une altitude entre 181 et 360, on va choisir une altitude de 12 000 pieds. Ici, on voit qu'on a droit à un beau double arc-en-ciel. Très joli à cause des averses et du soleil de l'autre côté qui est un peu perçant. Vous voyez ce que je vous disais au niveau des choix de destination météo. Souvent, quand on prend des nuages épars comme ça, on va voler entre deux couches de nuages. Puis ce que j'aime beaucoup du DC6, c'est qu'on est toujours près des nuages au lieu d'être très haut au-dessus. C'est vraiment le fun d'être dans l'action. Là, on voit qu'on s'approche de notre altitude de croisière. Donc, il faut se préparer à réduire la montée, euh, genre à 800 pieds, à 200 pieds avant notre altitude. Donc, on va le trimer par en bas pour réduire la montée à 500 pieds à minute pour éviter de passer tout droit. Allez-y doucement avec la roulette parce que ça réagit quand même assez vite. Donc on attend. Puis là, il faut être sûr aussi de peser sur B pour ajuster l'altimètre pour être à la bonne altitude. Parce que des fois, on approche comme ça, puis on pèse sur B, puis ouf, on se ramasse à 12 200 pieds. Et là, on approche de 12 000 pieds. Pas tout à fait. Il faut rejouer avec le faire remonter un petit peu. Puis quand il va arriver à l'altitude de 12 000 pieds, on enclenche l'autopilote pour qu'il maintienne l'altitude. Voilà. Là, il va maintenir. Maintenant, on est rendu en palier. Là, il faut faire les préparatifs. Première chose, on ferme les call flaps parce que ça fait une petite traînée. Donc, on ralentit l'avion. Fait qu'on ferme ça au plus vite. C'est un peu comme des volets. Ensuite, on réduit le RPM des hélices à 65% pour
économiser un peu d'essence. Puis on met la mixture à pauvre. Ici, il y a un levier à gauche, L, c'est un lock. Ça bloque les manettes quand on active ça. Fait que peu importe la position, on ne pourra pas les bouger tant que le lock n'est pas en bas. Ensuite, on réduit le BMEP à 150. Là, on s'occupe plus du manifold pressure, c'est le BMEP qui est important une fois qu'on est en altitude. Lui, il faut toujours le maintenir. Les carburateurs sont en condition de givrage. On va ouvrir plus les manettes pour augmenter l'apport d'air chaud pour éviter qu'il givre. Vous voyez, ça fonctionne. On tombe dans le vert. Ici, on voit que les têtes de cylindre sont pas correctes non plus, mais là, vu qu'on vient de fermer les call flaps, vous voyez, ils commencent à se placer. Et ici, on va continuer de monter les trois autres moteurs à 60% pour avoir des bonnes températures. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais que la température de l'huile, pression d'huile, souvent, ça s'ajuste quand les carburateurs sont à la bonne température. Les BMEP, on tient ça à 150, mais on serait tenté de dire, regarde, je vais aller le mettre un peu plus haut, puis je vais aller un petit peu plus vite, mais ça ne marche pas tout à fait comme ça. Quand on monte le BMEP, vous voyez là, je suis au-dessus de 160. Qu'est-ce qui arrive? C'est que là, les têtes de cylindre vont commencer à chauffer, vous voyez? Les têtes de cylindre chauffent, parce que là, les call flaps sont fermés, puis là, on demande plus de puissance à nos têtes de cylindre. Pour corriger la situation, il faudrait ouvrir les call flaps. Vous voyez, là, je les ai ouverts. Ça reste encore dans le jaune. On va aller essayer de les ouvrir encore un peu plus. Ça reste toujours dans le jaune. On va essayer encore un peu plus. Là, ça tombe vert. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'il faudrait que j'ouvre les call flaps à 8 degrés. C'est-à-dire que là, je vais causer de la traînée par les moteurs parce que les call flaps sont plus ouverts que quand on décollait, quand on faisait notre montée. Mais en plus, pas juste ça. Regardez, la consommation de carburant est plus importante quand on met le BMEP plus haut que lorsqu'il est à 150. C'est pour ça qu'à 150, on consomme 600 livres par moteur au lieu de 700. Donc, on augmente notre autonomie de vol. C'est pour ça que d'essayer de monter à 24 000 pieds, qui est son plafond maximum, ça prend tellement de temps à monter là, et on consomme du 1100 à 1200 livres par moteur durant toute la montée, qui peut durer parfois jusqu'à 1 heure, là, parce que si l'avion est très chargé, on va monter à 500 pieds, 300 pieds à la minute pour maintenir notre vitesse. Puis une fois rendu en haut, on va se rendre compte que la consommation des moteurs est à 620 ou même 700 au lieu de 600 livres par moteur. Donc, c'est mieux de voyager dans la plage de 10 000 à 15 000 pieds. Maintenant, on voit qu'on s'approche du moment où il faut descendre. Je vais vous expliquer comment je fonctionne, moi. Il nous reste un peu plus de 12 minutes et je suis à 12 000 pieds. Donc, si je me base sur le temps et l'altitude, puis que je descends à 1000 pieds à la minute à 200 nœuds de vitesse indiquée, théoriquement, je vais arriver à 0. Si je contrôle bien mes affaires, mon altitude va correspondre à mon temps qu'il me reste à faire. En maintenant toujours 1000 pieds à la minute, c'est très important. Donc, puis le GPS, lui, ce genre de GPS-là, il est vraiment bien parce que, vous voyez, j'ai 2 waypoints avant d'arriver à l'aéroport, mais lui, il ne tient pas compte de la distance des waypoints. Le temps qu'il me donne, c'est vraiment le temps à l'aéroport et non au prochain waypoint. Fait que ça c'est vraiment une chose que j'aime beaucoup
contrairement aux autres avions qui ne nous donnent pas ce genre d'informations. Donc, vous voyez, là, j'ai dépassé le 12 minutes. Donc, je désactive mon autopilote et je vais le placer en descente à 1000 pieds à la minute. Là, c'est pas grave si on n'est pas exact. De toute manière, à 10 000 de l'aéroport, il faut arrêter à 3000 pieds. Fait que donc, c'est pas vraiment 12 000 pieds que je descends, c'est 9 000. Donc, puis là, je réduis mon RPM à 50. Je remets mes mixtures à riche. Et là, au lieu d'utiliser le BMEP, je vais revenir avec mon manifold pressure que je vais réduire à 10 pour faire descendre ma vitesse à 200. Une fois que la vitesse est rendue à 200, je vais jouer avec le manifold pressure pour être sûr de maintenir ma vitesse à 200. C'est la même chose quand on fait notre calcul entre le temps et l'altitude. Si on voit que ça ne correspond pas, on peut accélérer un petit peu ou décélérer. Puis c'est comme ça qu'on vient qu'à balancer les deux ensemble pour qu'ils restent pas mal un avec l'autre. On va ajuster notre vitesse de descente pour maintenir toujours 1000 pieds à la minute. On surveille notre vitesse pour qu'elle demeure à 200. Vous voyez que la météo s'est améliorée. Du moins en face. On voit que du côté de l'aéroport, c'est peut-être moins VFR que c'était prévu. Ça a l'air assez pluvieux et couvert, mais on devrait être bon. Maintenant, vous voyez que le temps qui reste, c'est un petit peu plus de 10 minutes et on est à 9800 pieds. Donc, c'est vraiment très bon. Ça correspond assez bien. Et aussi, j'ai augmenté le manifold pressure de 10 à 20 pour maintenir ma vitesse à 200. C'est ça, il faut jouer avec plus ou moins pour vraiment maintenir la vitesse à 200 pour que la descente fonctionne bien. Nos températures sont bonnes, donc nos carburateurs, on n'a pas à les toucher. Il y a vraiment beaucoup de manipulations à faire dans le DC6, c'est ce que j'aime beaucoup. Nos contrôles, nos descentes et vitesses sont toujours bonnes. Mais la météo s'améliore pas. C'est toujours beau de pouvoir voler près des nuages comme ça durant tout un vol. C'est vraiment bien. Surtout quand il y a des levées au coucher de soleil, c'est vraiment très très beau, là, les effets d'éclairage. Plus que de les regarder de très haut dessus. Maintenant, on voit que notre distance, notre temps est à 8 minutes quelques. On est rendu autour de 8000 pieds. Tout correspond. La descente est bonne. Bientôt, on va approcher du premier waypoint et il va se mettre en virage. C'est rendu dans le dernier segment là, de l'approche finale que là,
ou dans le dernier waypoint avant l'approche finale que là, on va commencer à mettre des volets, réduire la vitesse, puis allumer les lumières. C'est dans ce segment-là que je fais ces étapes-là. Ça, c'est une vue que j'aime beaucoup parce qu'on voit le moteur tourner. Là, quand on allume les lumières le soir, c'est vraiment très beau. On voit l'hélice devant la lumière. Là. Ça fait vraiment très beau. Vous voyez, il est quand même très très stable. Là, c'est sûr, il n'y a pas de turbulence, là, mais il est vraiment très stable. Là. Quand on le met à 1000 pieds à minute, 200 nœuds, là, il va maintenir ça tout le long. C'est vraiment bien pour le contrôle. Là, étant donné qu'on descend, on peut enlever notre système de givrage, de dégivrage. On n'a plus vraiment besoin parce que la température augmente. On est quand même en Espagne. Il fait pas si froid que ça. Donc, on peut enlever le système de dégivrage. Si on attrape quelque chose, ça va être plus de la pluie. Là, on voit que notre temps est autour de 6 minutes. On est rendu à 6000 pieds. Ça correspond très très bien. C'est très très facile de contrôler une approche, peu importe la distance. En contrôlant le temps et l'altitude, ça va très très bien. On voit qu'il y a des bonnes averses devant, mais je crois qu'on va tourner juste avant les averses. Puisqu'on est presque rendu à notre waypoint pour le virage. On voit aussi que les nuages ne vont pas jusqu'au sol, donc la visibilité devrait être quand même assez bonne pour l'approche. Les nuages, c'est pas trop grave. C'est quand ils touchent à terre que là, c'est plus compliqué. Là, il faut y aller avec une approche ILS. Mais pour ce vol-ci, c'est une approche V à faire. Vous voyez, là, on arrive en finale. Pas en finale, on tourne à notre premier waypoint. Encore un arc-en-ciel. Ça fait vraiment très réel cette vue-là. On dirait des vrais nuages avec la ville en bas. C'est comme ce qu'on voit quand on va en vrai avion. Très réussi. Oh, là, on a un petit peu de pluie. On est rentré dans un rideau d'eau. Là, on voit qu'on s'approche du 3000 pieds, donc je vais arrêter ma descente, remettre l'autopilote pour arrêter la descente à 3000 pieds parce que je ne suis pas encore en finale à 10 000 de distance. Donc, il faut que j'arrête la descente. En même temps, ça va ralentir la vitesse. Là, je vais remettre la puissance à 80%. Allumer les lumières. La raison pourquoi je remets à 80%, c'est que si jamais j'ai besoin de faire une remise des gaz à l'atterrissage pour quelques raisons, je veux avoir toute ma puissance. Je ne veux pas être obligé d'aller manœuvrer mon levier avec la souris pendant que je suis en train de faire une remise des gaz. Fait que je mets la puissance tout de suite en entrant dans ma finale. Là, je vais attendre d'être à 10 000 de l'aéroport. Puis, je vais replacer l'avion en descente autour de 800 pieds à la minute à 140 environ.
Puis je devrais arriver assez bien pour faire mon approche. Là, je contrôle, vous voyez, je ne suis pas encore en finale parce que là, je suis sur le waypoint. Je ne suis pas arrivé au dernier waypoint avant la finale, donc j'attends encore un petit moment avant de me mettre en descente. On voit qu'il y a de la pluie. Ouais. Vous voyez, là, le waypoint a changé pour l'aéroport et je suis à 11 000 de l'aéroport, donc je peux commencer à me préparer pour faire ma descente à 800 pieds à la minute. Je désactive l'autopilote et là je vais le trimmer par en bas. Là je vais ralentir ma vitesse aussi avec mon manifold pressure pour ralentir mon avion. Et je vais mettre une première coche de flaps pour vraiment maintenir autour de 140. Il ne faut pas vraiment aller plus bas que 140, sinon il va adopter un angle d'attaque trop prononcé, puis là on ne verra pas bien, puis il va chercher à ralentir. Donc il faut maintenir autour de 140. Là j'ai désactivé l'autopilote, je le prends en manuel. Un autre truc que je vais vous montrer, vous voyez ce petit point sur la colonne, si on le maintient vis-à-vis la piste, quand on fait notre approche, l'aéroport va rester toujours à la même hauteur par rapport au tableau de bord. Puis ça va vraiment nous faire atterrir là où on vise le point sur la piste. Fait que là, je vais contrôler ma vitesse avec le manifold pressure pour, comme je vous dis, maintenir autour de 140. Là, j'ai sorti les roues. Puis je vais contrôler mes volets. Je vais les descendre jusqu'à 30 degrés graduellement. Vous voyez, les trois verres pour les roues sont actifs, donc tout est beau. Comme je vous disais, moi j'atterris avec 30 degrés de volet. Puis là, aussitôt je vais voir ma piste, je vais pointer mon petit rivet sur la colonne. Je vais le maintenir vis-à-vis la piste. Comme ça, c'est ça qui va contrôler mon angle de descente. Peu importe l'altitude que je suis, regardez, on voit la piste, là. Fait que si je garde la piste vis-à-vis le troisième petit point, là, je devrais atterrir vraiment à la bonne place. On voit qu'il y a beaucoup d'averses, mais par contre, la visibilité est quand même assez bonne, là. Il n'y a pas de problème. On voit la piste, c'est ça qui compte. Fait que là, mon but en manuel, c'est de vraiment contrôler que la piste reste toujours au même endroit, à la même hauteur par rapport à mon tableau de bord et vis-à-vis mon petit point sur la colonne pour avoir la meilleure pente de descente. Puisque je suis en VFR, j'ai pas d'approche ILS. Il peut faire une approche ILS, mais là, moi, je suis en manuel VFR. Voyez, on commence à voir les vasies de chaque côté de la piste, les lumières rouges et blanches. En maintenant mon point vis-à-vis les vasies, ben, ils vont rester toujours pas mal toujours de la même couleur, ce qui indique que je suis dans la bonne pente de descente. Mais quand on est en manuel, c'est sûr que ça varie. C'est pas toujours parfait parce que notre altitude varie, surtout en plus s'il y a de la turbulence proche du sol. Comme là, ici, vous voyez, j'ai comme descendu un petit peu trop. Là c'est bon, là, c'est rouge et blanc. Vraiment très bien, je suis sur la pente. Vous voyez, mon point blanc, mon point il est vis-à-vis les vasies. C'est là que je vais poser mes roues. Sauf que là, j'ai descendu un petit peu trop. Là, tout est devenu rouge et on va arrêter de descendre. Mais normalement, quand vous les maintenez rouge et blanc,
le point vis-à-vis les zones de toucher, c'est vraiment là que vous allez atterrir. Voilà ce qui complète le vol pour savoir comment faire voler ce superbe avion avec un très très beau son. Merci de votre écoute. Parfois, il peut vous arriver d'aller dans l'avion arrêté comme ça de nuit et vous ramasser avec un cockpit complètement noir. Vous n'avez qu'à allumer votre lumière frontale avec Alternate L. Puis si vous allez en haut dans le panneau de contrôle au-dessus de votre tête, il y a deux boutons que vous pouvez manipuler. Celui-là, qui est la batterie, puis l'autre, c'est le ground power qui appelle. Puis là, après ça, vous allez du côté gauche et vous tournez la manivelle qui va allumer les lumières dans tout le cockpit au complet. Après ça, vous pouvez éteindre votre lampe frontale. Après, il vous reste juste à aller sur votre iPad. Vous allumez votre iPad. Après quelques secondes de mise en marche, vous allez avoir un choix de boutons qui permet d'allumer les lumières soit en blanc ou en rouge. Moi, je vais choisir les blanches. Ça va mettre le tableau de bord éclairé en blanc, puis le reste de l'avion éclairé en rouge, mais on peut avoir aussi le tableau de bord en rouge si on choisit rouge. Donc, vous allez pouvoir continuer à manipuler tous vos boutons pour le démarrage. Je vous parle des radios. Ici, dans le coin en bas, on trouve le transpondeur. On va rajuster votre code transpondeur. Et ici, on a le COM2 et on a le NAV2 à côté. Et les boutons blancs, c'est pour interchanger les fréquences d'un côté à l'autre. Pour ce qui est du COM1, il est ici, et le NAV1 pour les approches ILS ou les VOR, c'est ici. Ensuite, on clique sur le bouton pour passer d'une fréquence à l'autre, soit du COM au NAV. Et quand on tourne le premier bouton, on change les chiffres après le point. Quand on tourne sur le grand bouton, on tourne les chiffres avant le point. Et quand on clique sur ce petit bouton, on fait passer la fréquence de bas en haut pour l'activer. Même chose pour le COM. Pour ce qui est du plan de vol qu'on peut consulter sur le petit GPS, on voit que sur ma route, j'ai placé plusieurs waypoints dans mon plan de vol. Puis ça va me permettre de consulter chacun des waypoints, combien il y a de distance entre chaque. Puis là, actuellement, on voit sur le GPS le time climb. Ça, c'est la ligne rose. C'est le segment droit que je mets plus loin que pour mon départ, pour me donner le temps d'activer l'autopilote avant qu'il commence à tourner. On voit qu'il y a 2,3 milles de distance que ça me donne avant que l'avion commence à tourner au premier custom. Puis le temps ici qui va être écrit, c'est le temps pour me rendre à l'aéroport et non à chaque waypoint. C'est vraiment le temps pour l'aéroport. En cliquant sur FPL, on peut consulter le flight plan. Puis, si, disons, je voudrais activer le segment après les deux premiers waypoints, à Puente Fuego, excusez la prononciation, là, je clique sur le bouton curseur, puis là, avec la grande roulette, je vais descendre, mais je vais descendre un waypoint plus loin que celui que je veux activer. Puis là, après, je clique sur Menu, puis je fais activer, je fais Enter, puis vous voyez, il a activé cette leg-là, ce segment-là, pour aller à ce waypoint. Et disons que durant vos manipulations, vous faites une erreur, puis au lieu de tourner la grande roulette pour descendre, vous tournez la petite, ça va vous amener ça. Pour revenir en arrière, vous cliquez sur Flight Plan,
puis il va vous recliquer une deuxième fois, puis là, il va vous ramener dans votre plan de vol. Là, si disons, je voudrais réactiver le premier segment, là, je vais monter complètement en haut, mais je vais choisir le deuxième et non le premier, comme celui-là. Je choisis le deuxième, je fais menu, je clique Enter pour activer le segment, puis il va me réactiver le premier segment. Fait que là, je peux repartir ma route. Fait qu'on peut changer comme ça d'un à l'autre. Ici, je voudrais changer mon waypoint. Disons, je voudrais annuler ma route puis en créer une nouvelle. Je vais cliquer sur Direct To, le D avec une flèche. Puis là, je clique sur le bouton pour activer. Puis avec le premier bouton, je change les lettres. Je donne le code de l'aéroport. Puis avec le grand bouton, j'avance d'une lettre. Fait que donc, pour entrer 4 lettres, il faut que je clique, je choisisse le petit bouton, je change les lettres. Dépendant de si on choisit une lettre comme Z ou Y, on peut tourner dans un sens ou dans l'autre pour aller plus vite dans l'alphabet pour aller chercher nos lettres. Et une fois qu'on a rentré le code, on clique sur Enter, puis là, il va nous donner la distance pour notre nouvelle destination. Puis si on clique sur Flight Plan, on va voir notre plan de vol sans les waypoints qu'on pourrait rentrer, mais là, c'est pas le but actuellement. L'autopilote du DC6, c'est le module ici au centre qui s'appelle un gyropilote. Puis il est muni d'un interrupteur en haut que lorsqu'il est à gauche, il va suivre le cap de l'avion. Quand il est au centre, il va suivre le GPS, le localizer. Puis on peut le tourner à droite pour qu'il suive une approche ILS si on a mis une fréquence. La seule façon de l'activer, il faut qu'il soit sur gyropilote. On active le petit bouton autopilote et on engage la manivelle ici pour vraiment l'embrayer. Puis une fois qu'il est engagé, là on peut tourner sur Localizer pour qu'il suive le GPS. Ici, on a le bouton pour maintenir l'attitude et la roulette de trim. Une fois que l'autopilote est activé, il n'y a plus aucun bouton de vos contrôles qui peut contrôler les trims à part cette roulette-là. En tout cas, pour moi, dans mon cas, ça désactive ma commande de trim que j'ai programmée sur ma manette. Donc, il faut ajuster la montée ou la descente avec la roulette. Et une fois qu'on est à notre altitude, on engage le bouton pour maintenir l'altitude. Ici, au centre, on a un bouton pour mettre l'avion en virage constant. Mais pour l'activer, il faut absolument être sur gyropilote. Si on est sur localizer, ça va désactiver l'autopilote. Vous voyez, quand on met le bouton à gauche, là, on peut tourner la roulette, puis l'avion va se mettre en virage, puis elle va rester en virage tant que vous ne ramènerez pas la roulette au centre. Donc, ça peut être commode, cette roulette, pour, si disons, vous voulez faire un virage 180 degrés, ben, ça va aller plus simplement et plus rapidement que de tourner manuellement. Si vous mettez ça sur le localizer et vous tournez la roulette, automatiquement, ça va désactiver l'autopilote. Vous voyez? Sauf que le problème, c'est que ça désactive pas la manette en bas pour réactiver l'autopilote. Il faut la désarmer. Puis tant qu'on va rester sur localizer, on ne peut pas rien réactiver. Il faut vraiment le mettre sur gyropilote, remettre la roulette au centre comme il faut. Puis là, après, on va être capable de réactiver l'autopilote. Autrement, c'est impossible de le réactiver. Et quand on ferme le bouton de l'autopilote, l'alarme sonne de la même façon que quand on le désembraye avec le localizer. Au sujet des liquides, si on va sur le iPad,
et qu'on clique sur Maintenance Manager, on va avoir la possibilité de remplir nos réservoirs. C'est très très important de remplir l'huile avant chaque décollage parce que si on n'a pas le bon niveau d'huile, on va avoir des lumières jaunes pour notre pression et température d'huile. C'est ce qui cause généralement ces problèmes-là. Puis aussi, on peut faire le service des hélices, un genre de check-up qui font des hélices pour être sûr qu'elles sont en état. Mais c'est pas nécessaire de faire la maintenance des moteurs. Ça, c'est plus long. Fait que c'est pas nécessaire de le faire. On peut attendre 50, 100 heures sans problème. Là, ça va pas vraiment faire de différence. Puis, c'est aussi très important de remplir nos liquides et notre niveau d'eau. Si on veut faire une injection d'eau sur les carburateurs, il faut s'assurer que notre réservoir d'eau est plein. Maintenant, je vous parle des inverseurs de poussée du DC6 avec cette manette rouge-là qu'on active. Et en réduisant les gaz, on active les inverseurs de poussée. On change le pas d'hélice. Sauf que quand on est en train d'atterrir sur la piste, c'est très difficile d'aller actionner la manette, le levier avec la souris. Donc, pour éviter ça, vous pouvez vous créer un raccourci clavier. En fait, c'est le même raccourci clavier que les rudders, le petit gouvernail sur les hydravions. Moi, j'ai programmé CTRL-W, mais vous pouvez programmer ce que vous voulez. Fait que quand vous faites le raccourci clavier, vous voyez, la manette elle s'active elle-même. Puis là, en réduisant les gaz, là, on active les inverseurs de poussée. Et quand on va couper les gaz, tout va revenir à la normale et l'inverseur va se replacer à sa position. Donc, si on regarde de l'extérieur, c'est vraiment intéressant de pouvoir reculer nous-mêmes avec l'avion et de circuler sur les aires de stationnement en tournant notre roue. On peut diriger l'avion comme si on était avec un petit camion, sauf que là, on le fait nous-mêmes. Et comme je vous disais, le DC6 est autorisé à faire ce genre de manœuvre, contrairement aux jets qui ne sont pas autorisés. Les superchargers, c'est un genre de booster qui va nous permettre d'aller plus haut. Parce que rendu autour de 12-13 000 pieds, nos manettes des gaz sont comme presque poussées à fond. Ce qui fait que si on veut maintenir 40 de manifold pressure, on ne sera pas capable parce que nos manettes sont à fond. Donc, il faut se donner un gain de puissance si jamais on veut monter plus haut à cause des nuages ou des montagnes ou qu'on veut aller à 24 000 pieds. Fait il faut activer les superchargers. Sauf qu'avant de désactiver les superchargers, ça va faire monter le manifold pressure de 10 au moins. Donc, pour éviter de tomber au-delà de 47, avant de mettre les superchargers, il faut baisser le manifold pressure à 30 pour en même temps nous donner du jeu sur nos manettes. On voit que les manettes reculent. Là, on engage nos superchargers. Puis là, on va voir que notre manifold pressure a monté de 10, même un petit peu plus que 10. Si on les avait laissés à 40, il aurait monté au-delà de 50, ce qui est vraiment pas bon. Et en même temps, vu que je recule 2 fois pour redescendre à 40, ça me donne plus de jeu pour pouvoir continuer à monter. Mais c'est très important de ne pas oublier de les enlever quand on amorce la descente, parce qu'atterrir avec les superchargers, c'est pas vraiment l'idéal. Ça change toutes les vitesses d'approche.
Ici, on fait un test de décollage pour voir la distance de décollage sur une piste de 5000 pieds avec 68 passagers et du carburant pour environ 2h30, 3 heures de vol gros max. La piste, elle a 5000 pieds de long. Puis on va voir que, étant donné qu'il est léger, il va prendre moins de 4000 pieds de piste. En approchant du 100 nœuds, on peut commencer à tirer sur le manche sans problème. Et il va faire sa montée tout doucement. Vous voyez la marque des 1000 pieds ici, ça c'est pour 4000 pieds. Fait qu'on a décollé bien avant 4000 pieds parce que l'avion est léger. Démonstration en vue externe pour vraiment voir la distance parcourue. Malheureusement, quand on fait un replay avec le DC-6, le son des freins est toujours actif. Il n'y a aucun moyen de l'annuler et c'est assez désagréable. Maintenant, on va faire un décollage au plus lourd, c'est-à-dire avec 44 passagers et 10 livres de bagages par passager. Le poids est au maximum avec du carburant qui nous permettrait de faire un vol entre San Francisco et Honolulu à Hawaï. La raison pourquoi on ne peut pas mettre 68 passagers, c'est parce qu'on dépasserait les limites de poids. Et on a besoin de vraiment le maximum de carburant, donc il faut réduire sur le nombre de passagers. Là, on va injecter de l'eau dans les carburateurs avec ces 4 boutons ici. Ça va injecter de l'eau, puis on va avoir une confirmation avec les 4 lumières ici qui vont s'allumer vertes pour nous confirmer qu'il y a de l'eau qui s'injecte dans les carburateurs. Puis, on va pouvoir monter le manifold pressure à 59 au lieu de 47 qui est la normale. Puis, ici, il faut s'assurer qu'on a notre quantité d'eau comme on avait vu précédemment dans les liquides pour être sûr qu'on va pouvoir injecter de l'eau. Puis l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va refroidir les carburateurs pendant qu'on va lui donner une vraiment grosse surcharge. Vous voyez, rendu à 49, là, les lumières vertes s'allument, puis là, on monte et on lâche les freins. Mais à cause du très très grand gain de puissance, l'avion va décoller à peu près dans les mêmes distances que s'il était à l'ège, comme le test précédent. Alors, ça nous permet de décoller dans des pistes courtes, mais aussi dans des pistes en altitude avec beaucoup de charge. Là, on est chargé à plein, puis on va décoller quand même en dedans de 4000 pieds, ce qui est vraiment très très bien. Sauf que PMDG dit que ça, c'est des pratiques qui sont pas courantes, c'est occasionnel au besoin. Vous voyez, on n'a même pas atteint 4000 pieds de longueur de piste. On rentre les roues, puis on rentre les volets au plus vite. Puis une fois que
qu'on a atteint notre vitesse de 140, 160. Là, il va falloir réduire le manifold pressure à 40. On ne peut pas le laisser à 59 comme il est présentement. C'est vraiment... Parce que là, on consomme de l'eau, puis notre réservoir d'eau va se vider aussi au fur et à mesure. Mais regardez la consommation d'essence, de carburant, c'est vraiment très haut, là. On a vraiment une très grande consommation de carburant. Là, on réduit à 40 de manifold pressure parce que notre vitesse, elle a atteint la norme. Donc là, on n'a plus besoin d'injecter d'eau. Puis on va pouvoir activer notre autopilote puis continuer notre vol normalement. Et on va fermer nos pompes d'injection d'eau. Encore une fois, dans cette vue, on va vraiment voir que la distance est légèrement plus longue qu'à l'Age, mais est vraiment très très courte pour un avion qui est très chargé là, à son maximum de pro au décollage. Ici, je vous parle de la gestion de carburant dans un avion cargo qui est bien différent de l'avion de passagers parce que, étant donné qu'il n'y a pas de siège dans le fuselage, le poids est différent. L'avion est 9000 livres plus léger que l'avion passager, puis en plus, son poids au décollage est 5000 livres plus lourd. Donc, ça nous permet d'embarquer plus de carburant, même si le fuselage est rempli complètement de cargo, comme on peut voir ici, avec des belles caisses. Moi, je mets jamais de cargo dans la soute inférieure parce que j'aime pas de la façon que c'est représenté. Au lieu d'être des belles caisses ou des sacs de poste, c'est représenté comme des valises de passagers. Puis moi, je trouve pas ça tellement réel quand on ouvre les soutes. Je trouve pas ça réel de voir des valises de passagers dans un avion cargo. Donc moi, je remplis pas. Puis de cette façon, je gagne un 5000 livres supplémentaire qui me permet de mettre plus de carburant encore. Alors, ça me permet de mettre, de mettre les réservoirs main pleins, puis dans les réservoirs alternatifs, je peux mettre 3500 livres par moteur, ce qui est vraiment énorme. C'est 500 livres de plus par moteur que l'avion passager. On parle là, de plus qu'une demi-heure de vol qu'on peut faire là, avec le cargo. Moi, j'ai déjà fait un vol de 10h05 avec une telle quantité de carburant puis un cargo chargé au maximum, là. C'est vraiment la limite absolue parce qu'il ne restait pas beaucoup de carburant à mon arrivée, mais il a été capable de le faire. Si on revient à l'avion passager, euh, vu qu'il y a des sièges à l'intérieur, tout sur tout le fuselage et plus les accessoires, l'avion est 9000 livres plus lourd que l'avion cargo et son poids autorisé est 5000 livres de moins. Donc déjà, ça nous limite sur la quantité de carburant qu'on peut embarquer. Alors si on met 68 passagers avec 10 livres de bagages chacun, moi c'est ma norme, puis là je l'ajuste vraiment à 10 livres chacun pour
gagner des livres en extra parce que chaque livre est important dans l'avion passager. Si je voudrais faire un vol, disons, entre San Francisco et Honolulu, il faudrait que je mette au moins 3000 livres par moteur. Sinon, parce que quand les réservoirs main ils sont remplis, je peux faire 5 heures et demie de vol, même jusqu'à 6 heures, là, mais disons que 5 heures et demie, c'est un peu plus sécuritaire, mais il est capable de faire 6 heures. Puis si je rajoute 3000 livres dans les alternatifs, ça me donne un autre 4 heures de vol extra, ça. Donc, on se rend compte que le poids au décollage est beaucoup trop lourd pour, pour faire le voyage, pour être capable de faire ce genre de trajet qui dure environ 9 heures. Il faut mettre moins de passagers, 44 passagers avec leur bagage. Là, on va être capable de faire le voyage entre, entre San Francisco et Honolulu. Alors, vous voyez, c'est beaucoup plus limité que l'avion cargo qui, lui, embarque beaucoup plus de carburant. Si on va voir la soute inférieure avec 44 passagers, on se rend compte tout de suite que la soute n'est pas remplie. Il y a juste quelques valises pour les 44 passagers. Et je vous montre aussi la différence de carburant avec un avion passager rempli à pleine capacité, 68 passagers et leurs bagages. On atteint le poids maximal avec seulement 1000 livres de carburant dans deux moteurs et 1500 dans les autres au lieu de 3500 pour l'avion cargo. C'est une grosse, grosse différence. Dans cet avion, étant donné qu'il y a beaucoup de leviers et de boutons à manipuler avec la souris, c'est important d'avoir un bon système de caméra programmé avec le clavier numérique pour pouvoir accéder rapidement à tous les systèmes. Je vais vous montrer comment moi j'ai programmé mes 10 caméras dans cet avion-ci. Premièrement, on voit le cockpit. Ça, c'est ma caméra numéro 2. Ici, j'ai ma caméra numéro 1, la 3, la 4 pour accéder à mes leviers de transfert de carburant, les leviers rouges. La 5 pour accéder rapidement à mon iPad. La 6 pour les injections de carburant et tous les boutons pour démarrer. La 7 pour accéder à mon autopilote, le propeller pitch, puis plus bas si je descends pour mes carburateurs, les mixtures, les volets. La 8 pour accéder à mon système d'antigivrage. Et la 9, c'est une caméra flottante que je pourrais programmer sur un autre système, mais là, j'en avais pas besoin, j'avais toutes les caméras. Et la 0, c'est pour accéder à mes réservoirs, mes call flaps, mes lumières et mon GPS. Fait que vous voyez, c'est bien d'avoir des caméras toutes prêtes d'avance pour pas courir après les vues. Pour faire ça, on va dans le contrôle, on va sur le clavier, caméra, cockpit caméra. Puis là, vous voyez, il s'est marqué Save Custom Camera. Il y en a 10. Puis on a l'autre Custom Camera. Donc, si je veux programmer la caméra 0, je vais positionner ma caméra, puis je vais faire Control Alternate 0 sur le clavier. Puis ça va sauvegarder la position. Puis en pesant sur 0, je vais avoir ma caméra. Si je veux avoir la caméra 1, je fais Control Alternate 1. Puis quand je vais peser sur 1, je vais avoir la caméra.